vous plaît, là. On commence. Donc aujourd'hui, nous avons donc la dernière fois le réseau d'air, d'accord? Et aujourd'hui, nous allons voir donc le cours sur la diffusion de l'air dans les locaux, d'accord? La diffusion de l'air dans les locaux, c'est ce qu'on appelle le soufflage. Alors, ce qu'il faut savoir, si par exemple donc le cours ici donc sur la diffusion de l'air, la diffusion de l'air, d'accord? La diffusion de l'air. Alors, la diffusion de l'air, c'est le soufflage, d'accord? C'est le soufflage, c'est comment souffler l'air pour avoir, disons, une bonne condition donc en température, en humidité dans votre local, d'accord? Alors, bien sûr, ce qu'il faut savoir, donc en fait, la diffusion, ça consiste donc à souffler de l'air. Donc, la diffusion, c'est soufflage de l'air, d'accord? Soufflage de l'air. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous avez une CTA, par exemple, d'accord, qui traite de l'air, donc vous avez de l'air que vous traitez, d'accord? Et maintenant, ce qui est important, si j'ai par exemple plusieurs locaux, un local ou deux locaux, tout ce que vous voulez, pas de problème. Donc le but pour moi, c'est de souffler de l'air dans ces locaux, d'accord? C'est donc, vous le soufflez à travers, si vous voulez, des diffuseurs, d'accord, des boules de soufflage, etc., d'accord? Bien. Maintenant, lorsque vous soufflez, évidemment, donc vous êtes obligé de faire une reprise. D'accord? Vous êtes obligé de faire une reprise. Donc la reprise de l'air, on la met donc en général. Vous avez des bouches de reprise, par exemple, ici. D'accord? Excellent. Donc, vous faites une reprise comme ça. OK? Vous faites une reprise comme ça. Et généralement, vous avez un extracteur qui rejette l'air vers l'extérieur. Et aussi, vous avez un ventilateur qui se trouve ici. Donc ça, vous avez ce qu'on appelle les bouches de soufflage et les bouches d'extraction. D'accord? Maintenant, donc, en fait, les diffusions, donc, comment on va choisir, si vous voulez, ces réseaux d'air. D'accord? Alors, bien sûr, le principe d'une bonne diffusion. Alors, le principe d'une bonne diffusion, donc, en fait, c'est d'avoir un mélange correct de l'air que vous soufflez avec l'air du local. Alors, si vous regardez, par exemple, ce schéma-là, d'accord? Nous avons ici, donc, une bouche de soufflage, donc, qui va souffler de l'air à l'intérieur du local pour avoir une certaine condition. Et vous avez bien sûr ici une bouche d'extraction. D'accord? Alors bien sûr, il y a deux possibilités. Donc en fait, pour avoir donc la manière dont elle est introduite dans un local ou une zone occupée, on dépend premièrement, vous voyez ici, ce qu'on appelle de l'unité terminale de diffusion, ce qu'on appelle UTD, c'est les bouches de soufflage. Une unité terminale de diffusion, c'est les bouches de soufflage, elle est ici. D'accord? Ça, c'est une unité terminale de diffusion de soufflage, d'accord? Et aussi de la situation, de la position des UTD, d'accord? La position, donc on peut les placer sur le côté, sur un mur, on peut le placer, si vous voulez, sur un plafond, peu importe. Donc ça dépend de la position. Donc ça peut être sur un mur, ça peut être au sol, on va le voir, et ça aussi, ça peut être sur un plafond. D'accord? Ah, bien sûr aussi, donc on distingue deux méthodes qui sont très importantes pour la diffusion de l'air. Les deux méthodes, principales méthodes, c'est ce qu'on appelle la ventilation par mélange. Donc, vous soufflez de l'air pour mélanger l'air que vous soufflez à l'air du local, ce qu'on appelle ventilation par dilution. Et aussi, on a, si vous voulez, la deuxième méthode, c'est la ventilation par déplacement. Alors, on va voir donc les deux cas, quand est-ce qu'on a une ventilation par mélange, une diffusion par mélange, ou une ventilation ou diffusion par déplacement. Donc, la première, si vous voulez, c'est la diffusion par mélange. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, la diffusion disons, par mélange, la ventilation par mélange, se fait en général par un débit constant, un débit d'air constant. Donc, vous soufflez une certaine quantité d'air qui est constante dans votre local. D'accord? Et donc, en fait, voilà, donc, en fait, vous soufflez de l'air à un débit constant dans votre local, avec une certaine vitesse aussi. D'accord? Avec une certaine vitesse. Et aussi, on peut toujours avoir aussi, bien sûr, un débit variable. D'accord? Alors, pour les débits variables, ça dépend, si vous voulez, tout ce que de la température du local, d'accord, la température de consigne et aussi le débit d'air donc que vous devez avoir, que vous devez souffler. Alors, donc maintenant, vous avez donc pour les systèmes donc à débit constant, donc on introduit l'air à une vitesse suffisamment grande, élevée. Donc vous avez une certaine vitesse qui est élevée pour pouvoir atteindre les zones éloignées de votre
diffuseur que vous avez. D'accord? Donc, pour permettre, disons, le mélange avec, disons, l'air du local. Maintenant, pour les débits, donc les systèmes à débit variable, toujours ventilation, si vous voulez, par induction, d'accord? La diffusion sur le soit diffuseur linéaire, d'accord, on va les voir par la suite. Alors, on va voir les différents types de diffuseurs par la suite, d'accord? Et ensuite, diffuseur linéaire. Alors, diffuseur linéaire, au lieu d'avoir, par exemple, une bouche qui est carrée comme ça de soufflage, c'est une longueur. Donc, vous avez un diffuseur qui est comme ça, qui est rectangulaire, donc la largeur est vraiment très petite par rapport disons, à sa largeur. D'accord? Sa longueur. Allô? Oui. Allô? S'il vous plaît, quand on parle, n'essayez pas de parler. Laissez-moi faire mon cours. D'accord? Donc, vous avez des systèmes à débit variable. Et ensuite, donc, vous avez aussi donc, des débits variables haute vitesse aussi. On peut avoir des très hautes vitesses. On va les voir par la suite. Maintenant, la ventilation par déplacement. La ventilation par déplacement se fait en général, d'accord, donc par le bas. Le soufflage se fait par le bas et par le haut. La ventilation par mélange ou diffusion se fait généralement, le soufflage se fait par le haut, d'accord. Et la ventilation par déplacement, le principe consiste à souffler l'air en partie basse à faible vitesse. Donc, premièrement, donc c'est en partie basse. Donc, on souffle généralement par le côté ici, par le bas, d'accord. Donc, je place mes diffuseurs ici et je souffle de ce côté-là. Par contre, la diffusion, disons, par mélange, je souffle du haut, d'accord, et par le bas, c'est, disons, par déplacement, d'accord. Donc ça, c'est diffusion, donc c'est pas diffusion, et ça par déplacement par le bas. Ici, la vitesse est relativement basse, d'accord, la vitesse est basse, d'accord. Ici, la vitesse est, au contraire, elle est élevée, lorsque vous soufflez par le haut, donc, disons, par mélange. Donc, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, le soufflage de l'air, l'introduction de l'air se fait de deux manières. Soit par induction, donc par mélange, donc les UTD sont vers le haut, placés au sol, plafond, mur, etc. Mais la vitesse est très grande, les débits peuvent être constants ou variables. Pour la ventilation par déplacement, on souffle par le bas avec des vitesses relativement faibles. D'accord? Relativement faibles ici. D'accord? En partie, relativement, avec des vitesses relativement faibles. D'accord? Voilà donc en fait ce qu'il faut retenir. Regardez maintenant, donc généralement, lorsque vous avez donc des vitesses par déplacement, vous avez l'air qui est introduit en quantité suffisante. Et donc, c'est surtout les vitesses qui sont relativement faibles. Vous voyez bien que les vitesses ici sont de 0,2 à 0,6 mètres par seconde pour ne pas avoir, désolé, soulever des poussières, etc. D'accord? Donc, vous soufflez par le bas, regardez un petit peu. Donc, vous avez votre unité qui se trouve ici vers l'eau. Et bien sûr, l'air chaud, il monte comme ça. L'air chaud monte comme ça, d'accord? Et bien sûr, donc en fait, ici, c'est ce qu'on appelle une zone de stratification. Donc l'air, il s'accumule au-dessus, disons, des personnes, des occupants. Et bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir, si vous voulez, une bouche d'extraction vers le haut pour pouvoir l'extraire facilement. D'accord? Voilà, en fait, c'est là. Maintenant, les caractéristiques des deux méthodes donc, de diffusion. Donc, diffusion soit par mélange ou par déplacement. Alors, donc, les caractéristiques de disons, de la ventilation par mélange, on doit avoir une vitesse assez importante. D'accord? Nous avons une stabilité de la veine d'air. La veine d'air, c'est le jet d'air. C'est le jet d'air, ce qu'on appelle la veine d'air, c'est le jet d'air. Donc, ils sont réduits. Donc, on peut souffler, donc, des jets qui sont relativement faibles, si vous voulez, en dimension. Ici, donc, qu'est-ce qu'il faut avoir? Vous avez une grande turbulence. Alors, la turbulence, ça permet quoi? Ça permet d'avoir le mélange de l'air que vous soufflez avec l'air du local. Plus la vitesse est importante, plus vous créez une turbulence et vous avez un bon mélange. D'accord? Par contre, ici, la ventilation par déplacement, donc vous avez des vitesses relativement faibles. D'accord? Donc vous avez ici maintenant donc, le mouvement d'air acceptable à grand débit, alors que tout à l'heure c'était des débits réduits. D'accord? Et vous n'avez pas de turbulence. Donc il faut éviter les turbulences lorsque vous soufflez par le bas parce que vous risquez d'avoir, disons, un déplacement de poussière, etc. D'accord? Maintenant, donc, en fait, pour la ventilation par mélange, vous avez des possibilités d'avoir des écarts de température importants. D'accord? Donc, vous avez des puissances de refroidissement importantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si vous voulez des possibilités d'écarts de soufflage? Donc, vous soufflez, par exemple, à une certaine température T1, d'accord? Et vous avez une certaine température ambiante T2. Donc, les écarts entre T1 et T2 peuvent être très importants parce que vous avez un bon mélange. D'accord?
Maintenant, donc, ici, une liste des cas de soufflage faible dans, disons, la ventilation par déplacement. D'accord? Donc, vous avez des puissances qui sont réduites. C'est-à-dire quoi que, disons, vous avez des puissances qui sont localisées. Ce qu'on localisé, donc vous avez des puissances très réduites. Pourquoi? Parce que le débit, si vous voulez, faible turbulence, et vous avez donc comment dirais-je, des puissances de faibles parce que vous avez des écarts de température relativement faibles. D'accord? En vertu de quoi? Lorsque vous avez donc QS, c'est égal à quoi? À donc M, R que vous soufflez, CP de l'air multiplié par delta T. Bien sûr, le delta T, si en fonction sur la différence de température, par exemple, que température ambiante moins la température d'air que vous soufflez tout simplement. Et on se permet d'avoir des écarts de température assez importants, donc en fait pour la ventilation par mélange, et des écarts relativement faibles lorsque vous avez une ventilation par déplacement. Alors maintenant, concernant la température de l'onde locale, vous avez une température qui est assez uniforme, c'est à peu près la même où que vous soyez. D'accord? Maintenant, dans la ventilation par déplacement, vous avez un gradient élevé de température entre le soufflage et l'extraction. C'est-à-dire que, regardez ce schéma-là, si vous soufflez par le bas, d'accord, ici, c'est que la différence de température entre le point bas et le point central, pourquoi? Parce que vous avez tout l'air chaud qui va stagner en hauteur, d'accord? Et vous avez donc une différence de température chaque fois que vous vous déplacez en hauteur. C'est ça ce qu'on appelle, si vous voulez, un gradient de température. Donc, gradient, c'est différence de température entre le soufflage et l'extraction qui sont importantes, tout simplement. D'accord? Ici, donc, vous avez aussi ce qu'on appelle une concentration uniforme des polluants. Donc, les polluants que vous avez dans le local, bah, ils ont la même quantité où que vous soyez. Par contre, ici, la concentration des polluants est plus faible dans la zone occupée que l'extraction. C'est que vous avez vers le bas les polluants qui sont moindres par rapport à ce que vous avez parce qu'ils vont s'élever. D'accord? Vous avez une concentration qui n'est pas uniforme du tout. D'accord? Donc maintenant, lorsque vous avez la position, donc la flexibilité de positionnement des UTD et des UTE. Donc UTD, c'est unité terminale de diffusion et UTE, c'est ce qu'on appelle unité terminale d'extraction. Donc vous avez la flexibilité de positionnement de ces UTD et UTE. Vous pouvez les mettre où vous voulez. D'accord? Par contre, ici, les UTD et les UTE sont de grande dimension, parce que vous avez des débits d'air faibles, relativement faibles, et des vitesses que ça avoir des vitesses. Donc vous avez donc la vitesse faible, vous avez des grandes dimensions, si vous voulez, des UTE. Est-ce que c'est clair? Donc UTE, c'est unité thermodynamique d'extraction, UTD, c'est unité de diffusion. Bien maintenant, donc en fait, on peut aussi avoir des vitesses relativement faibles. Vous avez ce qu'on appelle une diffusion laminaire, tout à fait normale. Lorsque vous avez des vitesses élevées, donc vous avez donc des diffusions turbulentes en vertu de la loi de la mécanique des fluides que vous connaissez si bien. D'accord? Voilà. Alors maintenant, le plus important pour nous, c'est surtout les critères de bonne diffusion de l'air. Les critères de bonne diffusion de l'air. D'accord? Donc, premièrement, donc, le confort. Il ne faut pas quand même que dans un local, il y ait une différence de température. Lorsque vous soufflez, il faut que la température soit uniforme. D'accord? Et donc, en fait, le confort, le climat dépend, bien sûr, comment, donc la température de l'air et bien sûr de la vitesse. Ça, ce sont des paramètres très importants, s'il vous plaît. D'accord? Ce sont des paramètres très importants. Alors, regardez, s'il vous plaît. Et donc, en fait, le confort climatique, lorsque vous êtes dans un local, et ça, c'est le local, d'accord? Et lorsque vous soufflez de l'air, peu importe, vous le soufflez, bon, on va le mettre, par exemple, disons des unités là, sur le côté. Donc, vous soufflez de l'air de ce côté-là, et ici, vous avez une bouche de soufflage. Donc, si vous soufflez de l'air, comme ça, horizontalement, par exemple, d'accord? Alors, bien sûr, ça dépend de sa température. Donc, vous avez une certaine température de l'air T1 que vous avez ici, et avec une certaine vitesse ici. D'accord? Et ça, ce sont des paramètres très importants. D'accord? Ce sont des paramètres très importants. Donc, ça dépend de la température de souffler et de la vitesse de l'air soufflé. Ah, bien sûr, maintenant, le premier paramètre qui est la température de l'air. D'accord? Bien sûr, donc, en fait, vous avez, par exemple, ici, des écarts de température que l'on peut avoir, donc, en fait, dans votre local. D'accord?
Donc, les systèmes doivent être conçus pour maintenir une température naturelle dans le local admissible imposée par disons, par la réglementation. Donc, vous avez peut-être 20 degrés dans un local, par exemple, ok, mais bien sûr, cette différence, cette température ne doit pas, si vous voulez, descendre, disons, au-dessous de 19, par exemple, plus ou moins 1 degré lorsque vous voulez avoir une bonne régulation dans votre local, d'accord? Maintenant, donc, en fait, les différentes dans l'environnement dépendent en grande partie de ces paramètres aussi. D'accord? Premier paramètre, c'est ce qu'on appelle le taux d'induction. On va le définir. Maintenant aussi, il y a aussi un paramètre qui est important, c'est les obstacles que vous avez se trouvant sur la trajectoire de la veine d'air. D'accord? Vous avez aussi donc la hauteur des faux plafonds, la hauteur sous plafond. D'accord? Et vous avez bien sûr le quatrième paramètre, la vitesse initiale de la veine d'air. On va voir tous ces paramètres. D'accord? Ok. Alors regardez, on va résumer tout ce qu'on a dit tout de suite là. On va le résumer rapidement. D'accord? Alors regardez, par exemple, si vous avez, disons, ce jet d'air que vous avez, le premier, donc en fait, ça dépend du taux d'induction qui est noté, bien sûr, ici, d'accord? Et il est défini comme le rapport de l'air de mélange, l'air primaire plus l'air secondaire, induit à l'air primaire. D'accord? Alors, l'air primaire, c'est ce qu'on appelle l'air soufflé. D'accord? C'est l'air soufflé, qu'on appelle QS, d'accord? Et le QA, ici, I, c'est ce qu'on appelle le débit d'air induit. L'air secondaire, c'est l'air du local. C'est le volume, donc vous avez l'air du local que vous avez. On définit donc le taux d'induction comme étant l'air primaire, d'accord? Donc, c'est l'air soufflé, plus l'air du local, d'accord? Divisé par l'air primaire. Alors, plus, si vous voulez, ce taux, donc ce taux d'induction est important, plus vous avez, disons, un bon mélange dans votre local, tout simplement. D'accord? Donc, vous avez de l'air qui est, donc, ce que vous avez ici, donc le QAS, donc le QAP, s'il est ici, d'accord? Ensuite, le QAL, d'accord? Le QAI ici, donc c'est celui-ci. Donc vous allez souffler de l'air comme ça et vous allez avoir de l'air indiqué. Ils vont se mélanger ici et bien sûr ensuite ils vont être soufflés dans l'eau. Ok? Maintenant il y a les obstacles, la présence d'obstacles. Alors les obstacles, un obstacle ça peut être n'importe quoi, d'accord? Mais imaginez par exemple que vous ayez par exemple une poutre, d'accord? Imaginez que par exemple vous ayez une poutre ici, une retombée de poutre, d'accord, sur votre plafond, eh ben, elle risque de gêner, disons, la trajectoire. Donc là, au lieu que de partir dans ce sens, eh ben, il va partir dans ce sens. Donc les obstacles sont très importants aussi à considérer. Donc un obstacle peut avoir l'effet donc descendre prématurément la veine d'air et donc de modifier les conditions de confort. Ensuite, vous avez la hauteur sous plafond. De cette hauteur que vous avez ici. D'accord? Pour une grande hauteur, bon, le mélange risque de ne pas être bon. Lorsque vous, par exemple, des hauteurs limitées, donc qui sont relativement. Donc, en fait, on peut avoir un même mélange, donc une bonne diction de l'air que vous avez. D'accord? Alors maintenant, vous voyez ici, donc, on parle aussi de ce qu'on appelle de la zone d'occupation. La zone d'occupation, généralement, elle est définie comme étant, d'accord, la et donc par des personnes normalement, et cette zone d'occupation elle est limitée à 1,80 m de hauteur, d'accord? Et bien sûr, généralement, elle est limitée jusqu'à 0,5 m à partir des parois adjacentes tout autour, d'accord? Donc vous avez 0,55 m ici, d'accord? Et vous avez 1,80 m de ce qu'on appelle, si vous voulez, la zone d'occupation. Donc la zone d'occupation, c'est une zone qui a 1,80 m de hauteur et bien sûr, elle est en retrait de 0,5 m par rapport aux parois verticales que vous avez. D'accord? Maintenant, la vitesse initiale. Donc on a vu l'induction, on a vu la présence d'obstacles, la hauteur sous plafond et aussi maintenant la vitesse initiale de l'air. Alors plus cette vitesse est importante, d'accord, et plus vous avez le jet qui va partir très loin. D'accord? Et ça, en fait, c'est bon pour nous. D'accord? Et ça, c'est très important pour le choix des diffuseurs, pour le choix des bouches de soufflage. D'accord? Pour le choix des bouches de souffle. Donc, ces 4 critères, il ne faut pas les oublier pour le choix des unités, disons, de souffle. Alors maintenant, vous voyez un petit peu, donc en fait, les positions, on va voir maintenant les positions, d'accord, des unités, des UTD et
On va voir par dessus aussi les utiles. D'accord? Alors regardez. Donc le premier système, ce qu'on appelle par dilution, à débit constant bien sûr, d'accord? Par dilution, c'est-à-dire par mélange. D'accord? Vous avez la première chose, donc ici vous avez un soufflage vertical, d'accord? Donc vous pouvez avoir votre UTD qui est sous le plancher, donc ça c'est par mélange, disons par déplacement, d'accord? Vous avez diffuseur de plancher, soufflage vertical, d'accord? On peut se permettre un delta T entre la température de l'air soufflé et la température du local de 5 degrés, d'accord? Et vous avez ici un taux de brassage, d'accord, qui est inférieur à 8, d'accord, qui est inférieur à 8, ok? Alors bien sûr, le taux de brassage, il est défini comme le rapport donc du débit volumique QA soufflé au volume d'occupation du local, d'accord, à 4 mètres au-dessus du plus haut niveau du local, d'accord, à 4 mètres du plus haut niveau du local. En fait, regardez qu'est-ce que ça veut dire. Regardez qu'est-ce que ça veut dire. Donc le taux de brassage, vous avez votre local qui est là, d'accord? Ce brassage a une certaine, disons, le local a une certaine hauteur H que vous avez, d'accord? Maintenant, si vous soufflez de l'air, donc que j'appelle QAS ici, maintenant, donc qu'est-ce que nous avons? Ça c'est un débit, d'accord? Donc vous avez donc le volume d'air soufflé QAS, donc c'est certainement en mètres cubes, d'accord? En mètres cubes par heure, d'accord? C'est un débit. Ensuite, vous avez le volume. Le volume qui se trouve dans le... Alors, le volume, c'est quoi le volume? Bien sûr, on peut prendre le volume total, d'accord? Qui est donc les dimensions multipliées par la hauteur. Mais en fait, regardez, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que, disons, le volume d'occupation, c'est un volume réduit à 4 mètres au-dessus du niveau d'occupation. D'accord? Regardez un petit peu, lisez bien. Donc, c'est le rapport du volume d'air soufflé QS qui est là, d'accord? Au volume d'occupation du local, volume réduit à 4 mètres au-dessus du plus haut niveau d'occupation. D'accord? Donc, par exemple, si j'ai par exemple un niveau d'occupation qui est là, d'accord? Donc, une certaine hauteur que j'appelle H0, d'accord? Il ne faudrait pas prendre tout ce que vous avez, mais en fait, il faut prendre 4 mètres au-dessus de ce que vous avez. Donc, vous avez 4 mètres au-dessus, d'accord, du plus haut niveau d'occupation. Donc, vous avez ce volume qui est là. Et bien sûr, ce volume que vous avez, c'est tout à fait normal. Donc, vous avez ce qu'on appelle le volume d'occupation, que j'appelle par exemple V occupation, d'accord? Et le taux de brassage, c'est quoi? Le taux de brassage, c'est QAS sur le Q, donc le volume, disons, d'occupation que vous avez. Alors, bien sûr, pourquoi? Alors, regardez un petit peu l'unité, s'il vous plaît. L'unité de ce taux de brassage, c'est en heure moins 1. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que le débit que vous avez ici, c'est des mètres cubes par heure. Bien sûr, divisé par 1 sur le volume, c'est des mètres cubes parce que c'est un volume. Et en fait, ça se simplifie et vous avez 1 sur H, c'est des heures, d'accord, ici. Et c'est pour ça que si on l'appelle, c'est en heure moins 1. L'unité du taux de brassage, c'est en heure moins 1, tout simplement. C'est clair? Maintenant, regarde, donc en fait, ça c'est là vers le bas, donc diffuseur de plancher, soufflage vertical. On a aussi des diffuseurs muraux, d'accord? On a des diffuseurs muraux, donc sur le mur, la partie haute. Là, on peut se permettre, par exemple, des delta T de 6 à 8 degrés, et vous avez un taux de brassage qui est inférieur à 10, d'accord? Vous avez aussi des diffuseurs linéaires à G direct, plafonniers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire G, disons, des diffuseurs linéaires? C'est tout simplement, ce sont des diffuseurs qui ont, disons, des longueurs assez importantes comme ça, d'accord? Voilà. En fait, ils soufflent de l'air comme ça. Donc, c'est des diffuseurs, c'est des barrettes qui sont un peu relativement longues par rapport à ce que vous avez. Et ils diffusent, donc ils soufflent l'air comme ça. Ce qu'on appelle des diffuseurs linéaires. On va les voir sur des photos par la suite. Alors, justement, j'en profite, s'il vous plaît. J'en profite. Mais j'ai le document, on va le voir tout à l'heure. On va voir les différents types de diffuseurs qui sont commercialisés. Essayez d'aller voir sur France Air ou télécharger donc le memento, le catalogue de France Air pour avoir pour voir un petit peu quels sont les différents types de diffuseurs que vous avez.
D'accord? Et là, on peut se permettre, par exemple, donc, pour le diffuseur, disons, linéaire, AJ direct, vous avez le vertical, vous avez un delta T, on peut se permettre 5 degrés, d'accord? Vous avez un taux disons, de brassage qui est donc inférieur à 8. Maintenant, lorsque vous avez un jet horizontal, parce il peut souffler comme ça horizontalement, d'accord, on va aller voir. Donc, vous avez un taux de brassage qui est, disons, un delta T de 10 degrés avec un taux donc, de brassage inférieur à 15. C'est mieux, non? Parce que vous soufflez horizontalement alors que de souffler verticalement. D'accord? Maintenant, vous avez ce qu'on appelle des plafonniers. Donc, c'est des diffuseurs plafonniers circulaires, d'accord? Ou carrés, peu importe. Et bien sûr, ils sont placés en faux plafond. Donc, on peut se permettre, si vous voulez, des différentes températures de 11 à 14 avec des taux de brassage qui sont inférieurs à 25. Donc, c'est beaucoup plus important. C'est très important par rapport à ce que vous avez, ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Et ensuite, maintenant, vous avez des parois verticales soufflantes, donc perforées. Donc, en fait, vous soufflez sur sur toute la paroi. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Vous mettez, par exemple, une plaque perforée. Vous avez des trous, d'accord, comme ça, et vous soufflez pour avoir une uniformité. Donc, vous égalez, en fait, le débit d'air sur toute la hauteur de votre surface sur laquelle vous avez votre diffuseur. Et là, bien sûr, donc, en fait, vous avez des taux de diffusion, donc, par exemple, des différentes températures de 5 à 12 degrés et disons, des taux de brassage qui sont environ 12 jusqu'à 30 que vous avez. D'accord? Ça, c'était débit constant. On va voir maintenant lorsque vous avez un débit variable. D'accord? Un débit variable, donc vous avez des plafonniers, ce qu'on appelle diffuseurs plafonniers qui sont placés au plafond. D'accord? Linéaire à horizontal. Donc voilà ce qu'on appelle le horizontal, vous soufflez horizontalement comme ça. Vous avez des températures, des différentes températures qui sont comprises entre 10 et 14 et des taux de brassage qui sont à peu près inférieurs à 25, c'est important, d'accord? Maintenant, pour les systèmes par déplacement, on a vu que donc, vous avez une gaine ici, vers le bas, donc vous ramenez de là par une gaine, et vous soufflez, vous avez votre diffuseur qui se fait par le bas, et vous soufflez l'air comme ça vers le haut, d'accord? On a vu que les différentes températures sont relativement faibles, d'accord? Donc des vitesses relativement faibles, et le taux de brassage est inférieur à 4. Alors, ce qu'il faut comprendre, le taux de brassage, c'est le mélange. C'est le mélange de l'air que vous soufflez avec l'air, disons, du volume d'occupation que vous avez ici, donc réduit à 4 mètres au-dessus du plus haut niveau d'occupation. D'accord? OK? Maintenant, donc, la vitesse de l'air. La vitesse de l'air, donc c'est la position. Maintenant, la vitesse de l'air. Regardez un petit peu, donc, la vitesse de l'air, on a défini la zone d'occupation tout à l'heure. La zone d'occupation, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est définie comme étant donc une hauteur à 1,80 m. D'accord? Donc 1,80 m, donc vous soufflez votre air de ce côté, donc vous avez de l'air que vous soufflez ici, d'accord? OK? Et ensuite, vous avez tout ça, c'est la zone d'occupation. Bien sûr, vous avez généralement une petite marge sur le côté, sur les parois qui est à peu près donc de 0,5 m, etc. D'accord? Et donc cette zone d'occupation du local donc, est définie comme de plan pareil constitué par le plancher, bien sûr, vous ici, et bien sûr le plan horizontal à une hauteur de 1,80 m à 2 m du sol. Voilà. Alors maintenant, donc, il faut voir maintenant donc, le soufflage de l'air. La sensation donc d'inconfort. Il faut généralement avoir des bonnes vitesses pour éviter la sensation d'inconfort. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas quand même créer des courants d'air. Donc il ne faut pas quand même souffler avec des vitesses excessivement importantes pour éviter, disons, la création des courants d'air froids, par exemple. D'accord? Et aussi, donc, il ne faut pas avoir aussi des vitesses relativement basses pour éviter, donc, en fait, de créer une sensation d'étouffement, de stagnation de l'air, donc l'air ne bouge pas. Donc, il faut quand même choisir des vitesses correctes, ni importantes, ni relativement faibles. D'accord? Donc, en fait, donc lorsque vous avez des vitesses élevées, bon, c'est l'impression de courant d'air, et bien sûr l'impression aussi d'air stagné, donc l'étouffement, lorsque vous avez des vitesses d'air qui sont inférieures à peu près à 0,10 mètres par seconde. Alors, vous voyez un petit peu, donc en fait, c'est ce schéma que vous avez ici, d'accord? Ce schéma que vous avez ici. Et donc, en fait, vous avez la vitesse de l'air et vous avez la température du local que vous avez. D'accord? On va voir qu'ils ont quelle est la limite acceptable. Regardez un petit peu, donc ça c'est la limite haute, supérieure, d'accord? Et donc vous avez par exemple la température qui va de 20 jusqu'à 26,
D'accord? Et bien sûr, ici, par exemple, si je suis, par exemple, à 21 degrés comme ça, à 21 degrés, d'accord? Il ne faut pas quand même que je souffle à une vitesse, par exemple, à, disons, combien ici, donc 4 mètres ou 0,4 mètres par seconde, d'accord? Donc j'ai l'impression de courant d'air. Par contre, si je souffle à des vitesses relativement faibles, par exemple, si j'ai 22 degrés, que je souffle à des vitesses, par exemple, qui sont relativement faibles ici, ça, c'est ce qu'on appelle, disons, la sensation de stagnation. Donc, il faudrait quand même être correct. Si j'ai par exemple 24 degrés, il faut que je sois dans la zone acceptable. Je suis obligé disons, de souffler de l'air qui est compris entre 0,2 et 0,3 mètres par seconde. D'accord? Au niveau des occupants, bien sûr. Au niveau des occupants. Au niveau des occupants. Donc, voilà, il faut quand même toujours choisir une bonne vitesse en fonction de la température de votre local pour éviter soit l'impression de courant d'air, soit l'impression de stagnation de l'air qui ne bouge pas du tout. Il y a aussi un autre paramètre. Il y a aussi un autre paramètre quand même qu'il faut considérer, ce qu'on appelle le confort acoustique. Lorsque vous soufflez de l'air, par exemple, à travers ici les diffuseurs, donc généralement la vitesse de l'air, l'écoulement de l'air dans une canalisation ou à travers, si vous voulez, une bouche de soufflage, eh ben, il crée du bruit. Il crée du bruit, donc il faut tenir compte, si vous voulez, du bruit qui est, disons, créé par ces bouches de soufflage. Ah, bien sûr, ça, c'est en fait, vous voyez ici, donc, on va avoir un cours spécial, là, Inch'Allah, sur le cours, disons, acoustique. Donc, d'une manière, on va définir les paramètres qu'il faut considérer, en fait, pour évaluer ce qu'on appelle les niveaux, disons, de bruit, le niveau de pression, le niveau, disons, de puissance ou le niveau d'intensité acoustique, disons, des éléments que vous avez. Ah bien, on va juste faire introduire quelques définitions. Donc, en fait, lorsque vous avez une source, d'accord? Lorsque vous avez une source sonore qui fait du bruit, d'accord? Cette source sonore, elle est, disons, comment dirais-je, caractérisée par ce qu'on appelle le niveau d'intensité et de pression. Le niveau de pression, par exemple, le niveau de pression acoustique, d'accord? Et l'unité, c'est le décibel. C'est le dB, ce qu'on appelle le décibel, le dB, d'accord? Et bien sûr, elle est aussi caractérisée par ce qu'on appelle le LW, d'accord? Qui est le niveau de puissance acoustique, qui est toujours exprimé en dB. Et bien sûr, vous allez caractériser ce qu'on appelle par le LI, c'est ce qu'on appelle le niveau d'intensité acoustique. Elles sont à peu près les mêmes, donc désignent les mêmes paramètres, d'accord? Et bien sûr, donc en fait, vous avez le niveau de pression, le niveau de puissance et le niveau d'intensité d'une source sonore, d'accord? Alors bien sûr, je vous pose juste une question très simple, d'accord? Alors ici, par exemple, vous voyez comment, disons, évaluer le niveau de puissance acoustique d'un diffuseur. Le niveau de puissance acoustique d'un on verra là, disons, le lien entre le LP, le LW et le LI par la suite, disons, dans le cours d'acoustique. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est, par exemple, on détermine le niveau de puissance acoustique approximative, d'accord? Par 7. Alors, généralement, les constructeurs, le SEC, par diffuseur à soufflage, soit aussi donc les UTD ou les UTD. Donc, ils sont donnés par les constructeurs. OK? Et donc, ici, par exemple, ça vous permet d'évaluer disons, le bruit qui est créé, le niveau de puissance acoustique d'une bouche de soufflage. Alors, bien sûr, le LW, il y a des coefficients K11, K1A, vous avez K de A, multiplié par le log décimal du volume de soufflage, qui est en mètres cubes par seconde, moins K3A, multiplié par log de AK, et là, c'est sur la surface donc efficace du diffuseur. On va définir qu'est-ce que c'est que la surface efficace. Donc, vous avez le débit d'air, normalement, on le connaît, donc c'est le débit qui est soufflé à travers cette bouche. Alors, s'il vous plaît, regardez bien. Supposez que vous avez un diffuseur, d'accord?
Un diffuseur, juste une plaque carrée. C'est celle que vous avez, par exemple, que vous utilisez, par exemple, pour votre ventilation. D'accord? Supposez, par exemple, que ce diffuseur, il a des petites ouvertures comme ça. D'accord? Des petites ouvertures comme ça. Et bien sûr, donc lui, il a déjà ces dimensions, donc, géométriques. Donc, vous avez une certaine largeur ici. D'accord? OK? Donc, vous avez une certaine une longueur L1 et une largeur L2. Donc, longueur, largeur L1 et L2. D'accord? Ça, c'est la surface géométrique. D'accord? C'est certainement L1 multiplié par L2. Maintenant, la surface que vous avez ici utile, la surface efficace qui est définie ici, la surface efficace, c'est la surface à travers laquelle passe l'air. Donc, ce n'est pas, donc, si vous voulez, toute la surface géométrique. Donc, en fait, c'est cette surface à travers qui passe l'air, plus cette surface, autant, disons, de fente que vous avez, plus cette surface, c'est ce qu'on appelle la surface, si vous voulez, disons, efficace du diffuseur. D'accord? C'est la somme de ces petites surfaces de SI que vous avez ici. Donc, vous avez SI, etc. D'accord? Ce qu'on appelle la surface efficace. D'accord? Qui peut être différente de la surface géométrique. OK? Maintenant, vous avez donc les coefficients, ils seront donnés. Ça, c'est des coefficients, des constantes obtenues par mesure en laboratoire. Donc, vous avez par exemple K1, c'est de 5 à 9 pour une UTD, donc unité terminale de diffusion de forme rectangulaire. Donc, les formes rectangulaires comme ça, tac, vous prenez une valeur de entre 5 et 9. Pour le cas, donc, vous avez 8 à 14 pour une unité montée en plafond. D'accord? Parce que vous avez un plafonnier. Vous avez K1 égale 14 à 20 pour une UTE, donc unité terminale d'extraction, d'accord, etc. D'accord. K2E, c'est 30, 56 et 80. K3A, c'est 45 à 100. Vous voyez un petit peu, donc en fait, quand même, il y a le choix. Il y a le choix que vous devez faire. Maintenant, il est préférable, généralement, de revenir sur les valeurs directement de LW, de LP, qui sont données par les constructeurs directement, sans avoir, si vous l'utilisez. Ça, c'est une valeur approximative. OK? Maintenant, donc, on a vu donc le niveau de puissance qui peut influer. Vous avez aussi la vitesse admissible dans les conduits en fonction des niveaux sonores. Vous savez très bien que lorsque vous avez de l'air qui circule dans les canalisations, dans les conduits, bah écoutez, ça crée du bruit. Ça crée du bruit. D'accord? Ici, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les niveaux, la valeur des niveaux sonores. D'accord? Que ce soit LP ou LW ou LI, peu importe. D'accord? Donc, vous avez par exemple, pardon, vous avez dans les conduits rectangulaires, vous avez des conduits circulaires. D'accord? Bien sûr, donc les vitesses admissibles, donc vous les avez les conduits principaux, donc vous avez de 5 à 10%, d'accord, etc. Donc vous avez ici donc les niveaux que vous avez, donc les niveaux sonores que vous avez ici, d'accord? Vous avez les niveaux sonores qui sont, ils ont créés. Alors vous avez les en gras, 25, 30, etc. D'accord? OK? Ensuite, donc vous avez aussi les conduits verticaux, d'accord, etc. Donc les niveaux sonores, il faut tenir compte toujours des niveaux sonores pour choisir votre UTD. Il faut que les UTD ou les UTE soient les plus silencieuses possibles. Les unités, il ne faut pas qu'elles fassent énormément de bruit. D'accord? Et vous avez donc ici les valeurs des vitesses admissibles que vous devez avoir, 12 mètres, etc., pour avoir, si vous voulez, un certain niveau admissible, donc de 25, 30, 35, 40 dB. D'accord? On va voir aussi quelle est la différence entre le dB simple et le dBA par la suite. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Maintenant aussi, nous allons voir quand même maintenant l'influence d'un registre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un registre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est qu'un registre? Il sert à quoi? À quoi? Un registre sert à quoi? À moduler le débit d'air que vous avez. Généralement, qu'est-ce que vous avez? Lorsque vous avez une gaine comme ça qui arrive, d'accord? Bien sûr, lorsque vous êtes sur une paroi ici, vous avez sur une paroi par exemple, et ensuite vous avez votre quoi? Votre UTD, d'accord? Vous avez votre UTD qui se trouve ici. Donc vous avez votre unité terminale de diffusion qui se trouve là par exemple, d'accord? Voilà, elle se trouve. Bien sûr, on peut avoir, si vous voulez, des registres ou des lamelles, peu importe.
vous avez des lamelles qui sont comme ça, soit pour diriger le flux, soit pour faire varier le débit d'air que vous voulez. Donc l'air, il arrive comme ça, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, le registre. Donc ça, c'est un registre. C'est des lamelles donc de réglage que vous avez. D'accord? Alors bien sûr, l'influence de ce registre, elle est très importante. L'influence est très importante. Parce que si c'est, par exemple, si les registres sont horizontaux, bah, l'effet n'est pas le même que lorsque, par exemple, vous avez des registres qui sont relativement fermés. Donc, lorsque vous avez toutes les lames qui sont comme ça, l'air, il passe au travers normalement. D'accord? Maintenant, si vous avez, par exemple, les lamelles qui sont comme ça de votre registre, ben, l'air, il ne peut pas passer directement, il est obligé de faire ça pour repartir dans ce sens. Et là, ça crée des turbulences et qui font que vous avez création de bruit au niveau du registre. Donc, il faut aussi tenir compte, donc, en fait, si vous voulez, des UTD. Alors, vous avez maintenant, donc, en fait, les niveaux de puissance de bruit qui sont créés pour les UTD, c'est 30 log de P1 sur P0. D'accord? Et pour les ITE, c'est l'LW, c'est le niveau de puissance acoustique, c'est 10 log de P1 sur P0. D'accord? Alors, bien sûr, ici, donc, vous avez qu'est-ce que c'est que P1 et qu'est-ce que c'est que P0. Alors, P1, c'est quoi? C'est la perte de charge qui est occasionnée par unité terminale plus le registre ouvert. D'accord? Ouvert, c'est-à-dire qu'il ne gêne pas. D'accord? En Pascal. Maintenant, donc, P0, c'est perte de charge, unité. Donc, unité terminale partiellement fermée en Pascal, tout simplement. D'accord? Partiellement, ça peut être 50%, 25%, tout ce que vous voulez. OK? Est-ce que c'est clair? Donc ici, pratiquement, donc il n'y a pas une grande influence du registre pour P1, mais maintenant P0, vous avez quand même une grande influence parce que vous le fermez partiellement. Maintenant, vous avez aussi donc l'effet du plénum. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un plénum, s'il vous plaît? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un plénum? Oui, j'écoute. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est qu'un plénum? Montsouris. Hasbillaoui. Hasbillaoui. Oui, monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est qu'un plénum? Un plénum. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est qu'un plénum? J'écoute. J'écoute. Personne? Un plénum, c'est quoi? Tout simplement. Si vous avez votre local qui est là, d'accord? Et en fait, regardez, un plénum, c'est un faux plafond. Le plénum, donc vous avez votre dalle certainement qui est là, d'accord? Là, ça, c'est votre dalle, d'accord? Plancher, haut, d'accord? Ensuite, vous avez un faux plafond. Donc, vous avez un faux plafond qui est là. Et ça, c'est ce qu'on appelle le plénum. C'est, disons, l'espace entre votre dalle et votre faux plafond, ce qu'on appelle le plénum. D'accord? Et généralement, c'est que ce plénum, donc, il peut être utilisé soit pour le montage des unités de diffusion, donc vous pouvez avoir par exemple vos unités de diffusion qui sont comme ça, d'accord? Vous les montez en faux plafond, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc le plénum, c'est l'espace qui est compris entre, si vous voulez, la dalle et votre faux plafond directement. Et on peut utiliser donc en fait ce plénum lui-même comme unité de diffusion. Donc si par exemple vous avez un faux plafond complet, qu'est-ce que vous faites? Vous percez ce faux plafond avec des petits trous, vous placez des unités, des UTD, d'accord? Et vous pouvez l'utiliser donc pour le soufflage de l'air directement. Donc ça, si vous voulez, maintenant, donc il y a quand même un point qui est très important que nous allons voir tout de suite. C'est l'importance de la position de soufflage et de la reprise. Ça, c'est très important. C'est très important, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, en fait, pourquoi c'est une grande importance pour le positionnement des UTD et des UTE? Tout simplement. On va le voir. C'est qu'on a vu, par exemple, si vous avez votre local qui est là, d'accord? Je peux positionner mes UTD sur le plafond, sur le côté, sur le plancher bas, tout ce que vous voulez. La reprise, c'est la même chose. Donc, en fait, je peux la mettre ici, d'accord? Je peux la mettre sur le côté, peu importe. Donc, en fait, toutes les possibilités de soufflage que j'ai, donc, en fait, je peux souffler l'air comme ça, je peux souffler l'air comme ça, je peux souffler l'air par le bas.
Ici, l'extraction, je peux l'avoir ici, d'accord? Et je peux avoir une extraction ici, et je peux aussi avoir une extraction de ce côté, d'accord? Donc, ça, c'est pratiquement, si vous voulez, c'est pour les UTD. Et ici, donc, qu'est-ce que j'ai? C'est pour les UTD, les unités terminales d'extraction. Et voilà, on va voir, disons, l'importance de leur position, disons, dans votre projet. Alors, regardez un petit peu. Donc, regardez, soufflage à partir des parois. Donc, je souffle à partir des parois, d'accord? Alors, regardez qu'est-ce que je fais. Donc, si je souffle, par exemple, j'ai mon unité de soufflage qui se trouve ici, d'accord? Si j'ai mon unité, alors regardez, c'est le même schéma. C'est le même schéma. Simplement, qu'est-ce que je vais considérer ici? Vous avez déjà une paroi vitrée. Donc, vous avez une fenêtre. D'accord? Vous avez aussi l'influence des occupants qui dégagent de la chaleur. Qui dégagent de la chaleur. Alors, regardez un petit peu. Donc, lorsque je place mon UTD ici, avec l'influence de ces parois chaudes, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Bien sûr, l'air chaud, il s'élève comme ça. Il va directement se mélanger avec l'air de soufflage et le jet part très loin. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un bon balayage. Donc, en fait, l'air, il part très loin. Par contre, regardez qu'est-ce que j'ai. Si, c'est le même schéma, si je place mon UTD de ce côté, l'air que vous soufflez, il va venir comme ça. L'air chaud, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter dans ce sens, il va se rencontrer ici. Bien sûr, qu'est-ce que vous avez? Une grande partie de l'air ne va pas vers l'occupant. Une grande partie de l'air, elle revient dans ce sens. Donc, vous voyez bien un petit peu donc l'importance, d'accord, de positionner correctement une idée en fonction des paramètres d'influence, que ce soit le vitrage, que ce soit disons, les parois chaudes, etc., les parois froides. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, bien sûr, ici, donc, vous avez soufflé à partir d'une paroi extérieure, d'accord, vous avez ici, et vous avez une paroi intérieure, tout simplement. C'est clair? S'il vous plaît? Oui? Maintenant, on va voir, donc, en fait, regardez aussi, donc, ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Nous allons, par exemple, disons, une bouche unité, donc une unité, disons, d'extraction, d'accord? Une thermie d'extraction. Alors maintenant, vous soufflez par le bas, vous soufflez carrément par le bas, d'accord, ici, d'accord? Et qu'est-ce que ça fait? Donc, vous avez l'influence de l'air chaud qui arrive de ce côté aussi. Et qu'est-ce que vous avez? Donc, en fait, l'air, il s'élève comme ça, ils vont tous en même temps, bien sûr, et vous avez une bonne partie qui va être extraite, pardon, et l'autre partie qui va revenir dans ce sens. D'accord? Maintenant, regardez, on va voir. Soufflage à partir du plafond. Ce qu'il faut savoir. Regardez, je prends le premier schéma ici, où je n'ai pas d'occupant. Je n'ai pas d'occupant du tout. D'accord? Je place mon UTD ici. Donc, mon unité terminale de diffusion, je la place ici. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? Je souffle horizontalement. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Bien sûr, il va y avoir l'air qui va partir, il va percuter la paroi, ensuite il va descendre, il va revenir. D'accord? Donc, voyez un petit peu le mouvement de l'air, comment il se fait à l'intérieur de votre local. Si j'ai un occupant, il va y avoir l'influence de l'occupant. Donc, vous voyez bien que cette partie-là, l'air pratiquement ne va pas descendre, il va monter parce que vous avez l'influence de l'air chaud, bien sûr, de l'occupant, et l'influence de l'air chaud qui va venir de la paroi. Donc, vous avez de l'air qui ne va pas venir ici, il va partir dans ce sens, et à ce moment-là, vous risquez d'avoir, si vous voulez, votre occupant qui n'est pas pratiquement, si vous voulez, confortable du tout. D'accord? Maintenant, donc, en fait, soufflage radial, donc vous avez ici ce que vous avez, d'accord? Maintenant, regardez, ça c'était pour l'air froid. Maintenant, lorsque vous avez l'air chaud, bah, écoutez, c'est tout à fait normal. Donc, vous avez de l'air chaud que vous soufflez. Ici, l'air chaud que vous soufflez, il ne va pas descendre parce qu'il est plus léger. Il est léger par rapport à ce que vous avez à l'intérieur ici. Donc, l'air ici, lorsqu'il a tendance à être plus froid par rapport à l'air chaud que vous soufflez, bien sûr, il a tendance à, disons, à partir dans ce sens, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? L'air chaud que vous soufflez, il ne va pas descendre du tout vers le bas, d'accord? Donc, c'est très important de considérer, par exemple, que ce soit pour l'air chaud ou l'air froid, comment placer les diffuseurs. Ce positionnement pour les UTD n'est pas vraiment n'est pas correct, parce que vous avez l'air chaud que vous soufflez, il ne va pas
Si vous avez des occupants ici, ils vont pas être confortables du tout. D'accord? Maintenant, ça dépend de la forme. Ça dépend de la forme que vous avez. Et ça, c'est à considérer par la suite. OK? Donc, même si vous avez un soulage vertical, vous avez toujours des zones mortes. Bien sûr, ça, c'est ce qu'on appelle des zones mortes qui ne vont pas être atteintes, si vous voulez, par l'air que vous soufflez. Ensuite, ici, donc, vous avez, ça c'était pour les diffuseurs carrés ou rectangulaires, même pour les diffuseurs linéaires, d'accord, les diffuseurs linéaires, donc c'est toujours la même chose aussi, d'accord. Vous risquez par exemple d'avoir l'influence des occupants, l'influence des parois chaudes ou froides, et vous avez donc en fait l'air qui part dans ce sens, et bon, vous allez peut-être, votre occupant, il va pas être à l'aise, d'accord. Voilà. Donc maintenant, on va voir les différents types de diffuseurs. D'accord. Le premier type de diffuseur, c'est ce qu'on appelle des diffuseurs à flux turbulents. Turbulent parce que l'écoulement, il est turbulent tout simplement, ça crée des turbulences. D'accord, ça crée des turbulences. Donc en fait, vous avez un diffuseur plafonné ici, donc vous allez souffler horizontalement tel que vous le voyez ici, et vous allez créer des turbulences. Alors ces turbulences sont généralement, elles sont créées par des ailettes. D'accord, elles sont créées par des ailettes tout simplement. C'est-à-dire que vous avez par exemple votre diffuseur plafonnier qui est comme ça, par exemple je le regarde, il est circulaire comme ça, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des ailettes qui sont comme ça, d'accord. Imaginez un petit peu donc les ailettes d'un ventilateur axial, d'accord, qui sont placées comme ça, d'accord. Bien sûr, elles sont un petit peu donc, comment dirais-je, tordues un petit peu, d'accord, comme ça, voilà. Et elles sont un petit peu, donc ces ailettes, elles sont un peu tordues. Et l'air, quand il sort de ce côté-là, ben, ça lui donne un mouvement, disons, de rotation qui fait que vous avez création de turbulence. D'accord? Donc, vous avez ce qu'on appelle un plafonnier diffuseur à flux turbulent pour créer le mouvement tourbillonnaire de l'air que vous soufflez. Donc, obligez l'air un petit peu, si vous voulez, à se mélanger avec l'air du local. D'accord? Donc, ça, c'est le premier type. Vous avez maintenant, donc, en fait, un diffuseur par le bas. Donc, certainement par déplacement, ventilation par déplacement, ou si vous voulez, introduction par déplacement. Et là, ce qu'on appelle, si vous voulez, création d'un microclimat. Donc, en fait, cette fois-ci, vous avez un certain espace qui sont vraiment très proches de la bouche de soufflage que vous avez ici, et vous créez un microclimat ici. Alors, ces applications sont généralement, si vous voulez, utilisées dans les locaux où vous avez des grandes hauteurs. Vous avez des grandes hauteurs, donc on préfère souffler l'air par le bas, parce que vous avez des occupants, par exemple, des personnes qui sont assises ici sur des sièges, par exemple, d'accord. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On crée des microclimats, donc on souffle par le bas pour avoir, si vous voulez, une certaine sensation de confort, que ce soit en rafraîchissement ou que ce soit, si vous voulez, en chauffage. D'accord? Donc voilà ce qu'on appelle création d'un microclimat. Ça, c'est des choses courantes dans les théâtres, dans les salles de cinéma, dans les grandes, disons, salles de conférence, de grande hauteur surtout. De grande hauteur. OK? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Oui? Non? Pas du tout? Pas du tout. On continue donc. Donc on a parlé, si vous voulez, des unités terminales de diffusion, les UTD. Maintenant, on va donc ce qu'on appelle les unités de reprise, d'accord, ou d'extraction, ce qu'on appelle les UTE, leur position. D'accord. Bon, écoutez, donc en fait, les UTE, ils ont peu d'influence sur la circulation de l'air dans l'enceinte, mais elles sont vraiment, si vous voulez, importantes dans la mesure où, par exemple, si vous voulez, la position des UTE risque de créer soit des zones mortes, soit, si vous voulez, du bruit, et généralement, d'accord. Bien sûr, vous avez ici donc des UTE qui sont placés au-dessus de la zone d'occupation, donc les vitesses de reprise, il ne faut pas qu'elles dépassent les 4 mètres, 5 par seconde. D'accord? Vous avez les reprises dans les zones d'occupation, loin des sièges, donc vous avez des vitesses qui sont relativement basses. Et lorsque vous avez par exemple une reprise par-dessous des portes, d'accord, vous avez aussi des grilles de transfert, d'accord. Et donc, alors qu'est-ce que ça veut dire grille de transfert et qu'est-ce que ça veut dire d'étalonnage, etc. Alors, s'il vous plaît, imaginez un petit peu que vous ayez par exemple un local
Vous avez un local ici, d'accord? Bon, ça c'est votre dalle, ça c'est votre faux plafond par exemple. Vous avez une circulation, d'accord? Vous avez un autre, donc vous avez un local 1, d'accord? Vous avez un local 2, d'accord? Bien, maintenant, il y a plusieurs possibilités. Supposez que ça, vous avez une, comment dirais-je, une paroi de séparation comme ça, d'accord? Et que vous ayez une porte. Que vous ayez. Donc ça, c'est la porte, d'accord? Une. Et ça, c'est la porte. Deux. D'accord? Bon, le premier, ce qu'on appelle les grilles de transfert. Les grilles de transfert, c'est quoi? Imaginez par exemple que vous soufflez de l'air de ce côté. Donc vous avez des UTD qui sont là, d'accord? Et par exemple que vous voulez par exemple reprendre l'extraction de l'air, vous voulez la faire ici, à ce niveau-là, au niveau du couloir. D'accord? Et ça, c'est un couloir, c'est une circulation. Donc, circulation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que l'air que vous avez soufflé, il faut le transférer dans le local pour qu'il puisse sortir de ce côté. Bien sûr, ensuite, il est rejeté vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Soit qu'on crée une grille de transfert. Une grille de transfert, c'est quoi? Vous avez votre porte qui est là. D'accord? Vos portes qui sont là. On crée des grilles de transfert. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des ouvertures, carrément, comme ça, au niveau des portes. Par le bas, bien sûr, il faut faire vers le bas. D'accord? On fait des ouvertures. Et l'air, il est aspiré comme ça. Et ensuite, il passe de ce côté. Ça, c'est ce qu'on appelle des grilles de transfert. D'accord? Et c'est assez court. Donc, ce qu'on appelle des grilles de transfert. D'accord? Maintenant, il se peut que vous ayez aussi ce qu'on appelle reprise au-dessous des portes, et ce qu'on appelle le détalonnage. Donc, en fait, le détalonnage, c'est quoi? C'est créer un vide au-dessous des portes, carrément, d'accord? Donc, l'air, il va passer de ce côté, au-dessous des portes, et il va passer. Ça, c'est ce qu'on appelle un détalonnage. D'accord? Un détalonnage avec un seul L et deux N. Ce qu'on appelle un détalonnage. Donc, le détalonnage, c'est un vide sous les portes, d'accord? Et les grilles de transfert, ce sont des grilles qui sont placées. Vous découpez carrément vos portes et vous placez vos grilles, donc, comme pour, si vous voulez, la ventilation de vos cuisines, tout simplement. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Ben maintenant, donc, vous avez les diffuseurs, comment ils sont faits. Donc, vous avez les diffuseurs muraux. Donc, vous avez des grilles à ailettes fixes ou mobiles. Donc, voilà qu'est-ce que c'est qu'un diffuseur, tout simplement. Donc, vous avez de l'air qui va passer au travers comme ça. D'accord? Et vous avez des ailettes, les ailettes Hamlick. Alors, ces ailettes, elles peuvent être soit fixes, soit mobiles, peu importe. D'accord? Alors, pour ces diffuseurs à ailettes fixes ou mobiles, vous avez des taux de brassage qui vont aller de 4 à 10 volumes par heure. D'accord? Et vous avez des vitesses terminales qui sont relativement faibles. Donc, vous avez 0,25 à 0,5 mètres par seconde, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Oui? Maintenant, vous avez les diffuseurs linéaires. Les diffuseurs linéaires, comme on l'a vu tout à l'heure, donc en fait, regardez. Alors, les diffuseurs linéaires, c'est pratiquement, si vous voulez, c'est des lignes. Donc en fait, ils sont très minces, ils font comme ça, d'accord? Ils font comme ça. Et la largeur est relativement faible. Ils ont une faible largeur, d'accord? Alors vous remarquez donc en fait ce qu'on appelle les bouches linéaires à fente. Donc vous avez de l'air qui passe de ce côté-là, qui est soufflé, qui arrive dans ce sens, d'accord? Et qui est soufflé dans ce sens. Bien sûr, là, il arrive certainement sur les côtés, donc vous avez l'air qui arrive de ce côté. Ensuite, il passe au travers de ces fentes, il est soufflé dans le local. Ah, bien sûr, vous avez toujours des taux de brassage qui sont relativement importants par rapport à ce qu'on a, donc 6 à 15, vous partez jusqu'à 25. Vous partez jusqu'à 25, et bien sûr, vous avez, disons, un bon brassage avec des vitesses relativement aussi faibles. D'accord? OK? Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Maintenant, vous savez donc qu'en fait, vous avez des diffuseurs multicones. On va peut-être les voir tout à l'heure. D'accord? Les diffuseurs multicones. Donc, en fait, qu'est-ce que vous avez? Celui-ci, il est circulaire. Il est circulaire. Et vous avez donc l'air qui vient de ce côté. Et ensuite, il est soufflé. Et il repart dans ce sens. D'accord? Et à travers des cônes que vous avez ici.
Alors, je vous invite, s'il vous plaît, d'aller voir le catalogue de France Air pour avoir un petit peu donc les différents types de diffuseurs. Peut-être qu'on va les voir tout à l'heure, etc. D'accord? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle aussi des diffuseurs perforés. Donc, c'est une tôle. Donc, vous avez toujours de l'air qui arrive de ce côté. Et vous avez une tôle perforée. Vous avez des petits trous là qui sont là sur votre diffuseur, d'accord? Et vous avez ce qu'on appelle, si vous voulez, des diffuseurs perforés, d'accord? Ah, bien sûr, c'est pour avoir, si vous voulez, qu'on fait des vitesses relativement faibles aussi, d'accord? Des vitesses relativement faibles, ok? Et bon, alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, voilà, donc vous avez des vitesses qui sont relativement faibles. Qu'est-ce que nous avons ici? Pardon. Voilà. Donc, leur utilisation, c'est un confort. Donc, vous avez des faibles vitesses, etc. Et ça donc, vous avez uniformité du GDR dans la direction que vous voulez souffler. Maintenant, donc, les diffuseurs à flux turbulent, comme on les avait tout à l'heure. Donc, bon, les diffuseurs à flux turbulent, donc, vous avez de l'air qui arrive de ce côté. D'accord? Ok. Ensuite, vous avez des ailettes, hein, les ailettes. Vous avez des ailettes qui donnent le mouvement tourbillonnal. Donc là, il va sortir comme ça en tourbillon. D'accord? Voilà. Et disons que l'effet de ce tourbillon, c'est avoir un bon brassage avec l'air que vous soufflez tout simplement. Ok? Voilà, donc en fait, si vous voulez, les diffuseurs à flux turbulent, donc l'induction est améliorée, c'est tout à fait normal. D'accord? Et lorsque vous avez leur utilisation, c'est surtout dans les locaux à grande hauteur, d'accord, etc. Donc ça permet un petit peu le brassage pour vous donner le mouvement tourbillonneur à votre air que vous soufflez. Là maintenant, vous avez quelques caractéristiques donc de l'utilisation des différents types, si vous voulez, de diffuseurs, d'accord. Qu'est-ce qu'on utilise? Des grilles, des diffuseurs, disons, simple cône, multicône, etc. On va voir qu'est-ce que c'est que simple cône, multicône, etc. Donc, vous avez des applications, ça c'est pour permettre de faire un choix du type donc de diffuseur que vous avez, d'accord? Ok? Donc maintenant, donc la limite de l'emploi des UTD, donc c'est tout à fait normal. Donc vous avez donc les systèmes à débit d'air constant et les systèmes à débit d'air variable. D'accord? Alors bien sûr, euh, tout dépend, tout dépend de la forme du jet d'air, ce qu'on appelle la veine. D'accord? Ce qu'on appelle la veine d'air, donc du jet d'air. Ok? Ils sont mentionnés ici, donc on va voir quels sont les différents types. Donc regardez un petit peu. Le soufflage horizontal en parlant. Donc regardez, vous avez un soufflage horizontal en partie supérieure. Vous avez la reprise par le bas. Donc, UTD, vous avez UTD ici par le haut, d'accord? Et vous avez une UTE ici. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque vous placez, par exemple, ici, donc, lorsque vous avez une vitesse relativement élevée, d'accord? L'air que vous soufflez, il va très loin. Il va très loin, il retombe ensuite par la suite comme ça. Et le fait que la reprise se passe par le bas, vous avez un balayage correct du loc. Ça, c'est important. D'accord? Maintenant, lorsque vous avez une vitesse de soufflage qui est relativement faible, ben, l'air il ne va pas trop loin. Donc, il va retomber tout de suite ici pour être extrait de ce côté-là. Et vous avez ce qu'on appelle création d'une zone morte. D'accord? Vous avez création d'une zone morte. Donc, vous voyez bien que vous avez deux applications. Dans la première, les UTD donc par le haut, UT par le bas, d'accord? Et vous avez, c'est la vitesse qui change. Vitesse élevée, vous avez un très bon balayage. Dans ce cas-là, bien sûr, lorsque vous avez des vitesses faibles, disons, vous avez une création de zones mortes et le balayage ne se fait pas correctement. D'accord? Maintenant, regardez aussi, la même chose. Je fais un soufflage horizontal à vitesse élevée, toujours mon UTD qui se trouve ici, et mon UT qui se trouve juste à côté ici, donc par l'eau. D'accord? Et donc, qu'est-ce que vous avez donc mis basse donc du même côté, mais on ne va pas les placer l'un à côté de l'autre parce qu'il y a toujours une distance à respecter entre l'UTD et l'UTE, d'accord? Pour ne pas qu'il y ait reprise tout de suite. Donc ici, lorsque vous avez une vitesse assez élevée, ici, ben, vous avez toujours un bon balayage.
Très bon balayage dans ce cas-là. Mais lorsque, par exemple, vous soufflez en partie ici, donc à vitesse élevée, d'accord, et vous avez en fait une UTE qui se trouve à l'opposé, le fait que la vitesse soit très élevée, là, il va partir directement par l'UTE de ce côté. Et il ne revient pas. Donc, vous avez création de zone morte, cette fois-ci de ce côté. D'accord? Vous voyez un petit peu, donc en fait, la différence de placer, par exemple, l'UTE à côté, à une certaine distance du même côté, ou lorsque vous placez l'UTE à l'opposé par rapport à l'UTD. Donc, vous avez création des zones mortes, chose qu'il faut toujours éviter. D'accord? Il faut éviter toujours la création des zones mortes. Vous voyez un petit peu maintenant, on va faire donc le tour de tout ce que nous avons. Donc ici, donc vous avez vitesse faible. Donc regardez, le fait maintenant, tout à l'heure on l'avait ici. Maintenant, le fait de poser l'UTE vers le bas, ben, vous risquez d'avoir un très bon balayage correct du local normal. Donc ici. Par contre ici, lorsque vous avez des vitesses faibles, donc ça marche, parce que l'air il retombe de ce côté et vous avez un bon balayage. Maintenant, lorsque vous avez vitesse élevée, ben écoutez, donc il va partir dans ce sens directement et l'air va sortir sans pouvoir autant si vous voulez avoir un bon balayage à ce niveau. Donc vous avez création de zone morte de ce côté. Ça c'était pour les UTD sur une surface verticale. Maintenant on va prendre donc donc soufflage vertical en plafond, donc sur une surface horizontale plafonnière. Le fait de souffler verticalement comme ça et que vous ayez des UTE pour extraire l'air dans ce sens, d'accord? Le fait, par exemple, que vous avez des cônes, parce que maintenant, tout dépend de l'angle que vous avez, l'angle de, disons, de soufflage. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Un voyage correct, parce que l'air, il va tomber dans ce sens, l'air, il va passer dans ce sens, comme ça. Ensuite, il va remonter pour avoir, si vous voulez, pour être extrait. Par contre, lorsque vous avez donc, en fait, une reprise par le bas, lorsque vous soufflez avec des angles relativement importants, l'air est directement et vous risquez d'avoir création d'isolement de ce côté parce que l'angle de soufflage est très important. À ce moment-là, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut toujours essayer de souffler horizontalement pour permettre à l'air un petit peu donc de descendre et de faire un bon bain. D'accord? Ok? Et donc, en fait, vous voyez un petit peu donc l'angle de soufflage 180 donc horizontalement, d'accord? Vous avez un petit peu donc vous avez un balayage qui est correct, d'accord? Vous avez toutes ces positions. Ce qu'il faut savoir, c'est toujours éviter les zones mortes. Éviter les zones mortes. On va revenir maintenant pour le donc soufflage par le bas, d'accord? Si vous soufflez par le bas ou que vous reprenez par le bas, vous avez un très bon balayage, d'accord? Si vous avez à condition d'avoir une vitesse de soufflage très élevée, d'accord? Vous avez aussi donc dans ce cas-là aussi c'est la même chose lorsque vous les placez l'une à côté de l'autre, donc vous allez avoir un bon balayage, d'accord? Maintenant donc lorsque vous soufflez par le bas, alors vous pouvez avoir reprise par le haut et cette fois-ci qu'est-ce que vous allez avoir? Vous risquez de créer des zones mortes ici, dans ce sens, parce que l'air, il va être extrait rapidement de ce côté, il ne va pas passer autrement. Par contre, ici, regardez, lorsque vous avez une zone, une TE qui est là, une TD qui se trouve ici, d'accord? Vous avez à ce moment-là, parce que l'air que vous soufflez comme ça, à vitesse élevée, il va monter directement, et ensuite il est extrait sous l'effet du ventral d'extraction, vous risquez d'avoir une zone morte tout au milieu de votre local. OK? Et donc, voilà, donc il faut éviter quand même toutes ces zones mortes que vous avez. Bon, on peut faire, disons, le tour, mais on va quand même maintenant aller voir l'étude des GDL. Donc, juste, disons, aborder ce qu'on appelle l'étude des GDL, d'accord? Regardez un petit peu, si vous regardez, donc, le GDL, donc, si vous avez par exemple une UTD qui est là, d'accord? UTD donc de diffusion, de soufflage, d'accord? Ici. Ah, bien sûr, l'air qui sort, si je garde un petit peu ici, donc j'ai agrandi un petit peu tout ça, et je le vois ici. D'accord? J'ai un certain angle de, disons, de soufflage. J'ai un certain angle de soufflage. Et bien sûr, je vois un petit peu le profil de vitesse. Je vois le profil des vitesses. Bien sûr, dans l'axe de soufflage, la vitesse est la plus importante. Et vous avez la vitesse ici, par exemple, au niveau des parois qui devient nulle. C'est tout à fait logique parce que c'est le frottement. Donc, j'ai la vitesse qui diminue grandement par rapport à l'axe de l'air que vous avez ici. D'accord? Donc, ce qu'on appelle ici, vous avez le profil des vitesses.
le profil des vitesses, ça vous montre un petit peu comment varie, la vitesse à la sortie d'une UTD. Donc vous avez des vitesses qui sont relativement faibles ici, voilà. Donc ici vous avez des vitesses relativement faibles sur les bords, d'accord, et vous avez des vitesses importantes selon l'axe, selon l'angle alpha de soufflage, bien sûr, d'accord. Et bien sûr, regardez donc en fait comment varie le profil. Vous avez l'équation, donc en fait pour pouvoir tracer donc cette variation de vitesse que vous avez ici. Et donc en fait ici la vitesse W qui se trouve, si vous voulez, à un certain point éloigné de votre axe X selon Y, et vous avez la plus grande valeur de la vitesse W selon l'axe. Voilà, donc en fait elle est fonction de quoi? Elle est fonction de la position Y, donc dans ce sens, et aussi elle est fonction aussi de la position BY, donc en fait ici donc la hauteur que vous avez vis-à-vis du cône que vous avez. Donc ça c'est une équation qui est donnée donc en fait théoriquement. Elle est là, d'accord? On ne va pas la démontrer certainement. D'accord? Maintenant, regardez ce qu'on appelle les angles de dispersion ou angles de G. D'accord? Les angles de dispersion, angles de G. Et donc en fait, regardez, lorsque vous avez une UTD, d'accord, qui souffle directement, il n'y a pas de registre. Il n'y a ni grille ni registre. Vous avez un angle ici de soufflage alpha. D'accord? Il est là. D'accord? Et maintenant, lorsque vous avez par exemple des grilles ou des cônes qui vous déforment un petit peu donc le chemin du GDR, d'accord? Donc vous avez toujours, supposé que par exemple vous avez un certain nombre de, disons, de G qui vous permet d'écarter un petit peu le truc, donc le GDR que vous avez, bah, vous avez toujours quand même, il faut toujours revenir ici, donc avec un G, un angle alpha qui est à peu près de comment dirais-je, de 24 degrés, tout à fait au départ. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai? Si je place des grilles ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, ils vont influencer donc en fait le G, mais ensuite ça va revenir comme ça. Tout à fait, donc ça va revenir comme ça ici. D'accord? Ils vont influencer, ensuite ça va revenir comme ça, avec un angle de 24 degrés. D'accord? Et bien sûr, donc en fait, vous avez donc ce qu'on appelle le facteur d'ouverture. Donc vous avez les A0 à L, donc c'est la section nette ou section théorique de passe de l'air, et à L, c'est la section nette de section totale de l'ouverture nue. Donc ici, c'est nu, donc ouverture nue, et là, lorsque vous avez la section nette de section théorique de passage de l'air, lorsque vous avez des grilles ou des registres, tout simplement. Bon, ça, c'est les coefficients de contraction, ça, c'est la, disons, le mécanique des fluides ou aérolique aussi, donc ça, c'est des coefficients, on va pas rentrer dans les détails, d'accord? Le coefficient de contraction, lorsque vous avez par exemple un écoulement, c'est tout à fait normal que au départ, vous avez une certaine section, donc A0, d'accord, qui est là, d'accord. Ensuite, vous avez la contraction, c'est ici. Donc le G d'air, la veine d'air, la section de la veine d'air, elle diminue. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, le AC. Et le coefficient de contraction, bien sûr, donc vous avez AC, CC, coefficient de contraction, multiplié par la section primaire, sont tout à fait au départ lorsque vous rentrez dans votre orifice. OK? Bon, ça, c'est des éléments, donc, en fait, de l'étude des GDR, etc., etc. D'accord? OK? Bon, ça, c'est des paramètres. C'est des paramètres. Ah, maintenant, on va revenir maintenant à quelque chose qui est important, s'il vous plaît. Chose qui est importante. C'est les types de veines d'air ou le GDR que vous pouvez avoir. D'accord? C'est les types de, disons, de veines d'air que vous pouvez avoir. Donc, on distingue pratiquement trois types fondamentaux de veines d'air. Donc, qui sont définis sur la forme de l'UTD. Si par exemple vous avez donc une veine de section droite, on va parler d'une ouverture circulaire ou rectangulaire courte. C'est que vous avez les sections là qui sont relativement faibles, les dimensions sont relativement faibles. D'accord? Vous pouvez avoir par exemple une veine d'air qui est à peu près comme ça, d'accord? Qui va sortir dans ce sens, d'accord? Etc. Donc voyez un petit peu la veine d'air, comment elle est faite. Vous allez avoir ce qu'on appelle une veine conique. Donc, c'est un cône qui sort carrément de votre bouche de soufflage, que ce soit circulaire ou rectangulaire ou carré de dimension relativement faible. Vous avez un autre type de veine, ce qu'on appelle les veines plates, lorsque vous avez un diffuseur linéaire. Alors, les veines plates, elles sont allongées. Elles sont allongées, la différence de ce que vous avez tout à l'heure. Donc, en fait, la dimension est relativement faible ici. Maintenant, elles sont allongées. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle aussi les veines radiales. Les veines radiales, lorsque vous avez
la veine d'air qui vient de ce côté, et ensuite il est soufflé horizontalement comme ça, d'accord? Dans tous les sens, il est soufflé comme ça. Et donc vous avez toute une couronne d'air qui sort, et c'est ce qu'on appelle les veines radiales, parce que l'air, il rentre axialement et il sort horizontalement, radialement, vis-à-vis de votre surface de soufflage. D'accord? Bien. Alors maintenant, il y a quand même ce qu'on appelle une veine libre et une veine adhérente. On va voir que. Alors, la veine libre, c'est quoi? Lorsque, par exemple, vous soufflez de l'air à travers une UTD, d'accord? Et que elle est éloignée de la surface, par exemple, du plafond que vous avez ici. Elle est éloignée. D'accord? Donc, il n'y a pas d'influence du plan chaud sur la veine d'air. Ça, c'est ce qu'on appelle la veine d'air. Tout ça, c'est la veine d'air. D'accord? Donc là, lorsque vous le soufflez, il n'y a pas d'influence du tout. L'air, il va s'éloigner normalement, donc en fonction de la vitesse, bien sûr, et en fonction du débit, en fonction de la différente température entre l'air soufflé et l'air du local que vous avez. Maintenant, ce qu'on appelle une veine adhérente. Une veine adhérente, lorsque vous avez par exemple une UTD, d'accord, qui est très proche de la surface horizontale, qui est le plafond peut-être, d'accord. Alors qu'est-ce que vous avez, il a tendance à faire quoi? Lorsque vous la soufflez comme ça, l'air il a tendance à s'accrocher, l'air il a tendance à s'accrocher à la surface au-dessus, d'accord. Et ça c'est ce qu'on appelle une veine adhérente, d'accord. C'est ce qu'on appelle une veine adhérente, d'accord. Et alors, c'est bien pour nous, parce que, on va le voir par la suite, lorsque vous avez une veine adhérente, la veine adhérente risque d'aller plus loin. Donc, vous avez l'air qui risque d'aller un peu plus loin par rapport à une veine libre qui risque de chuter rapidement de ce côté. D'accord? Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle, lorsque vous avez une veine adhérente, c'est ce qu'on appelle l'effet Coanda. L'effet Coanda, c'est quoi? C'est lorsque vous avez une veine adhérente où, donc, vous avez l'air la veine qui s'accroche à la paroi supérieure et bien sûr, vous avez une portée qui est importante par rapport à une veine libre. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon? D'accord? Bien sûr, lorsque l'effet Coanda, quand est-ce qu'on a cet effet Coanda? C'est lorsque vous avez votre UTD, d'accord? Qui est un peu, disons, éloigné par rapport, donc, en fait, à la paroi ici. Donc, lorsque vous avez cette valeur qui est comprise entre 0,2 et 0,7 mètres. D'accord? Ce qu'on appelle l'effet Coanda. Tout simple. OK? En maintenant, donc c'est ce qu'il faut savoir, donc le rayon minimal de diffusion. Alors, s'il vous plaît, regardez un petit peu. Regardez un petit peu. Alors, le rayon minimal de diffusion, c'est la surface de la zone d'occupation qui peut être couverte par un diffuseur. D'accord? En maintenant une vitesse moyenne de 0,2 à 0,25. D'accord? Donc, regardez, s'il vous plaît. Donc, généralement, lorsque vous avez un diffuseur que vous avez ici, d'accord? Ben lui, il va prendre un certain rayon. Donc, par rapport à son axe ici, d'accord? Ben, l'air, il va passer dans ce sens. Et il va atteindre, si vous voulez, une certaine part. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, il va atteindre une certaine surface comme ça. Et ben, cette surface, elle a un certain rayon. Elle a un certain rayon, bien sûr, en fonction de la vitesse, etc., en fonction de la vitesse. Et vous voyez bien ici, donc, on retrouve un petit peu le 1,70 m, 1,80 m, qui est la hauteur, donc la zone d'occupation, la hauteur de la zone d'occupation. OK? Et donc, en fait, voilà, il faut le rayon d'occupation. Ça, c'est très important parce qu'en fait, il est fonction de quoi? Il est fonction du type de diffuseur. Est-ce que c'est linéaire? Est-ce que c'est conique? Son l'angle de soufflage aussi, donc l'angle de soufflage qui peut être aussi très, très important. OK? Donc, il faut quand même bien tenir compte disons, de ce, comment dirais du rayon minimal de diffusion. D'accord? Donc, en fait, vous avez donc maintenant l'étude générale qui est un peu compliquée. On va juste, disons, la survoler. D'accord? Ce qui est important pour nous, regardez. Lorsque vous soufflez, lorsque vous avez une ouverture, une ETD, lorsque vous avez une ETD ici, vous avez la vitesse ici de soufflage que vous avez donc ici. D'accord? Vous avez aussi donc un certain nombre de soufflages. Un certain nombre de soufflages qu'on appelle alpha.
Donc, vous avez une certaine vitesse, bien sûr, ça c'est le profil des vitesses qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Et vous avez différentes zones. Donc, vous avez la zone 1 qui est proche, zone 2, zone 3 et zone 4, d'accord? Et ça, c'est-à-dire en fait que l'étude générale des veines d'air est fonction de la zone où vous vous trouvez, d'accord? En fonction de la zone où vous vous trouvez, d'accord? Donc, en fait, la zone 1, c'est ce qu'on appelle la zone initiale ou zone du dar, comme un chalumeau. Comme un chalumeau. Le dar, c'est comme un chalumeau, d'accord? Donc, vous avez la zone 1, et à ce moment, donc, la distance, zone limitée, proche de la ouverture, c'est une distance XD, donc, cette distance XD, d'accord? Qui est égale à un certain coefficient K, racine carrée de A0, d'accord? Et bien sûr, ça, c'est un coefficient, c'est tout un rôle. Et A0, donc, en fait, c'est l'ouverture que vous avez ici de votre UTD. Donc, la section de votre UTD. D'accord? Ensuite, vous avez la zone 2, qui est là, ce qu'on appelle la zone de transition. D'accord? Et donc, dans la zone dans laquelle la vitesse décroît proportionnelle à la distance. Donc, vous avez la vitesse qui décroît de cette façon, etc. Donc, vous avez la zone 3, ce qu'on appelle la zone principale. Donc, ça, c'est racine carrée. Maintenant, c'est l'inverse, carrément, donc, de la distance. Alors, vous avez la zone 4. Donc, en fait, vous avez la vitesse, l'étendue, donc, la vitesse, c'est 1 sur x au carré. D'accord? C'est hyperbolique. Donc, ce qu'il faut savoir, vous avez 4 zones principales pour l'étude des veines d'air. D'accord? Bah, écoutez, donc vous avez maintenant donc en fait beaucoup de paramètres, d'accord, pour l'étude des veines d'air, d'accord. Et donc en fait le AC c'est la section, disons ici que vous avez. La vitesse c'est ici au niveau de votre ouverture. Et bien sûr la vitesse W1 maximale qui se trouve ici. Vous avez des distances, donc vous avez x0, etc. Donc vous avez le x0 c'est en fonction de votre angle, disons, de soufflage, du cône de soufflage que vous avez ici. D'accord? Parce que maintenant, si vous avez par exemple une certaine ouverture, le X0, c'est l'arrière. Donc là où commence le cône de soufflage que vous avez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle XE, X2, X0. D'accord? Alors vous avez plusieurs paramètres. On va pas peut-être les parcourir, on va juste les parcourir rapidement. D'accord? Et donc vous avez donc des tas de paramètres qu'il faut considérer. D'accord? Je vais vous envoyer le document pour que vous puissiez lire à tête reposée. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, s'il vous plaît, ce qu'il faut savoir, c'est les vitesses que vous devez avoir. Le jet d'air que vous devez avoir, il est fonction de la position de l'UTD, il est fonction aussi du type de veine d'air que vous avez. D'accord? Alors, bien sûr, ce que nous devons savoir, lorsque vous avez par exemple, une paroi, d'accord? Comme ça. Et que vous avez, par exemple, vous soufflez de l'air, donc on a vu, par exemple, que vous avez un certain coin qui est comme ça, donc vous avez le point ici, d'accord? Et vous avez un certain angle ici, d'accord? Vous avez un certain angle. Et donc, il faut toujours avoir, donc si vous avez, par exemple, une certaine vitesse V0 ici, ben, la vitesse plus loin, donc à une distance x, elle est fonction de la vitesse V0, et elle est fonction aussi de la distance qui est parcourue. Elle est fonction aussi de la distance qui est parcourue, d'accord? Et ça, c'est très important, donc en fait, parce que vous avez les différents types de veines que vous avez ici. D'accord? Ben voilà, donc, alors regardez maintenant, s'il vous plaît, le profil, regardez. Regardez, une chose qui est importante, donc, ce qui est important pour moi, donc en fait, lorsque vous avez une veine d'air ici, vous avez la distance qui est parcourue, d'accord? Et bien sûr, vous avez donc la retombée, donc en fait, comment la veine d'air, elle va s'incliner. D'accord? Comment la veine d'air va s'incliner. D'accord? Et bien sûr, vous avez toujours le profil des vitesses. Donc ça, c'est en fonction, si vous voulez, c'est en fonction du type de veine. Donc on a vu une veine conique, on a vu une veine plate et on a vu une veine radiale. Alors, vous voyez bien ici, qu'est-ce que vous avez? Donc en fait, qu'est-ce que ça me permet d'avoir? Donc vous avez la distance qui est parcourue, d'accord? Ensuite, vous avez, disons, la chute, comment la veine, elle descend, de combien elle descend, d'accord? Ok. Et vous avez, par exemple, vous pouvez calculer YM, donc la déviation de la veine d'air,
en fonction de l'écart de température, en fonction, si vous voulez, de la section initiale, en fonction de la distance et en fonction, si vous voulez, des coefficients que vous pouvez calculer ici. D'accord? Donc, vous voyez, bien sûr, ici, donc, vous avez vraiment, c'est beaucoup de choses à la fois. D'accord? Et vous avez le débit d'air que vous devez considérer. D'accord? Bien sûr, on a intérêt à ce que le YM soit le minimum possible. Pourquoi? Pour avoir un jet d'air qui va très loin. Qui va très loin. D'accord? Donc, vous avez aussi dans le cas de ça, c'est horizontal, d'accord? Vous pouvez aussi avoir disons, une veine d'air verticale, d'accord? Et à ce moment-là, donc, vous voyez un petit peu, donc, toutes les relations que nous devons avoir, elles sont compliquées, je ne vous demande pas de les connaître, mais en fait, de les avoir en tête, d'accord? De les avoir en tête. Et vous voyez maintenant, donc, aussi, même pour une veine adhérente avec effet Coanda, pour calculer un petit peu la distance qui est parcourue, donc, en fait, par cette veine d'air, lorsque vous soufflez et lorsque vous avez une d'air qui s'accroche aux parois que vous avez. Maintenant, regardez un petit peu donc l'influence des obstacles. Ça, c'est l'influence des obstacles. Lorsque vous avez une veine d'air qui est horizontale, par exemple, que vous avez une retombée de poutre avec une certaine hauteur RC, ben la veine d'air, elle est stoppée et elle va se redescendre directement de ce côté. D'accord? Bon. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non, pas du tout? Très bien. Alors, je vais vous envoyer de toute façon le document, comme ça vous allez lire à tête reposée. D'accord? Voilà, donc merci et on se verra le mardi, Inch'Allah. Allez, au revoir. Salam. السلام عليكم.